Bonjour à tous, je me présente, je suis donc Léna Géga, doctorante en train de finir ma troisième année de thèse au laboratoire Espace et Société à l'Université de Caen. Et aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une partie de la recherche que je suis en train de mener qui porte sur la réalité populaire des jardins familiaux en Normandie. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les profils des bénéficiaires, les pratiques des jardins et l'appropriation de l'espace. Avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier Éric Duchemin et le laboratoire d'agriculture sur l'agriculture urbaine de m'inviter à présenter mon travail. Et puis, toutes les personnes qui écoutent. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais en France, les jardins ouvriers ont fait l'actualité récemment avec le site et le conflit autour du site d'Aubervilliers, qui est en fait la destruction d'un site historique de jardin au profit d'un bassin olympique en vue des Jeux olympiques de 2024. Et ce conflit-là, il illustre très bien les enjeux autour des jardins familiaux actuels qui constituent des réserves foncières de grande valeur pour les promoteurs en vue d'aménagement urbain. Le contexte social, il est marqué par la précarisation continue des ménages modestes au fur et à mesure des crises successives depuis la fin du XXe siècle. Et c'est un contexte qui est en renforcé et qui s'accélère ces dernières années par l'inflation des prix de consommation, notamment liée à la pandémie de Covid-19, qui conduit à une visibilisation de la précarité alimentaire. Depuis la fin des années 90 en tout cas, on a un changement des appropriations sociales du jardinage urbain. On passe d'un volet social et populaire à une dimension environnementale de nature en ville. Parce que c'est les photos que je vous ai mises là, et la dernière d'ailleurs. Voilà. On a un glissement, en gros, qui se traduit par un changement des services en charge de ces espaces, avec un transfert des espaces verts ou des centres sociaux vers des nouveaux services de transition écologique ou développement durable. Et donc, un glissement qui est visible dans l'espace public, c'est pour ça que je vous ai mis les photos ici, et un fleurissement des politiques publiques qui conduisent à transformer ces espaces. Rapidement, le contexte scientifique, globalement, il est marqué par d'anciennes études fondatrices, notamment des sociographies dans les années 80 et 90, et puis un renouveau des travaux sur l'objet jardins familiaux, marqué depuis les années 2010. Les travaux relativement récents, ils portent globalement sur les services rendus par ces espaces, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, et puis l'importance présumée des productions alimentaires. C'est dans ce contexte-là que mon travail de thèse, que j'ai débuté fin 2020, s'inscrit. Il portait à la base sur la contribution de l'autoproduction alimentaire aux systèmes alimentaires locaux. Et puis, en se confrontant à la réalité du terrain, il se recentre, bien qu'en intégrant cette question-là, sur la pérennité de la dimension populaire des jardins familiaux. L'idée, c'est de proposer une réactualisation des grandes enquêtes menées à la fin des années 80-90 et puis aussi au début des années 2000. Je pense notamment à la thèse de Jean-Noël Gonzalez sur les jardins populaires. Pour interroger cette pérennité de la dimension populaire, je mets en place une méthodologie qui combine plusieurs types d'approches. D'abord, un travail d'analyse spatiale à partir des images aériennes. Donc, en gros, je calcule un ratio de culture pour chaque parcelle pour distinguer des tendances fonctionnelles de chacune des parcelles. L'analyse spatiale elle porte aussi sur une approche plutôt historique avec l'évolution des surfaces en jardins familiaux depuis 1940 et puis aussi la question de la répartition socio-spatiale des bénéficiaires dans les agglomérations. Et puis l'autre volet de ma méthodologie, c'est les enquêtes de terrain auprès d'une diversité d'acteurs, des entretiens auprès des associations, des questionnaires auprès des bénéficiaires et des entretiens auprès des élus et responsables de services, ainsi qu'une enquête par carnet de récolte. Et puis viennent s'ajouter à ça l'analyse de la presse quotidienne régionale, des documents urbanistiques locaux, et puis une approche plutôt historique via les archives départementales. Et puis ce travail de thèse, il porte sur 3 terrains d'études normands, les agglomérations de Rouen, Caen et Alençon, qui sont situées donc au nord-ouest de la France, et qui permettent d'interroger l'objet dans différents contextes, qu'ils soient socio-historiques, politiques, ou encore de degrés d'urbanisation. Aujourd'hui, je vous propose de présenter une partie des résultats de ce travail à partir de ces contextes scientifiques et sociaux de ces dernières années. Et l'idée, c'est d'interroger les transformations sociales qui traversent et qui transforment les jardins familiaux actuellement. Le propos, je vais l'organiser autour de 3 grandes questions. Quels sont les changements sociaux en cours dans les jardins familiaux? Comment ces transformations sociales se traduisent-elles dans l'espace, Et puis enfin, quelle répartition socio-spatiale des bénéficiaires dans les agglomérations au sein des sites? Avant de commencer, il me semble juste important de revenir sur un petit point de définition des jardins ouvriers familiaux.
Moi, dans ma thèse, je les définis comme des regroupements de parcelles individuelles qui mesurent sur mes terrains entre 150 et 300 mètres carrés. Et ces parcelles-là, elles sont distinctes et distantes des habitations et mises à disposition des citadins dans un objectif de production potagère. Cette définition, elle englobe pas uniquement, je la propose comme ça pour ne pas restreindre le travail aux seuls jardins familiaux associatifs. Le terme jardins familiaux, il renvoie à la définition légale de ces espaces, mais les deux termes sont toujours autant utilisés par les jardiniers et font référence à des profils sociaux, des logiques, des pratiques et des appropriations différentes. C'est pour ça que je vous ai mis les deux articles de presse. Les jardins ouvriers nourrissent, les jardins familiaux créent du lien social. Je vous ai mis une photo d'un des jardins qui est à Caen pour vous donner un peu une idée si vous voyez pas à quoi ça ressemble globalement, un enchaînement de parcelles individuelles, des cabanons harmonisés et puis des espaces collectifs au centre. Les regroupements, le plus souvent, ils sont sur du foncier public qui est régulièrement communal et géré par des associations en lien plus ou moins fort avec la Fédération nationale qui reste assez importante en France. Cependant, d'autres formes subsistent comme les jardins communaux, la gestion autonome ou encore l'absence totale de gestion collective. Et puis, ces jardins familiaux, ils sont à distinguer avec les autres types de jardins collectifs présents, en tout cas en France, notamment les jardins partagés, qui sont simplement des potagers collectifs sur des terrains collectifs, davantage mis en avant pour leur fonction sociale, et puis les jardins privés, qui sont simplement les potagers attenants aux habitations. Alors, la première partie, je vous propose donc d'interroger les transformations sociales des profils des bénéficiaires. Voilà, au prisme donc des changements récents. Cette partie-là, elle est basée sur une large enquête par questionnaire qui fait suite à l'absence totale de données en fait sur les jardiniers des jardins familiaux. Cette enquête, elle est relativement représentative puisque les 600 enquêtés représentent 20% des bénéficiaires de chaque agglomération et au moins 10% de chaque site. Cette enquête, elle a été faite en passation directe sur 2 saisons, les étés 2021 et 2022. Et puis, j'ai une petite enquête que j'avais fait en M1 en 2018 qui me permet d'avoir un peu de recul aussi là-dessus. Le questionnaire, il s'organise autour de 3 grandes thématiques, l'appropriation de la parcelle, les productions potagères et les propriétés sociales de l'enquêté, ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui. Et puis, pour affiner l'analyse, dans cette partie-là, les éléments d'enquête... Je rajoute des éléments d'enquête par entretien auprès des responsables d'associations, mais aussi des élus et des techniciens des services municipaux. Alors, pour commencer, il me semble important de revenir un tout petit peu rapidement sur l'histoire des jardins familiaux et ouvriers pour comprendre un peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc, globalement, l'histoire des jardins familiaux, elle se divise en 4 grandes périodes, 4 grandes phases. La première, c'est la création à l'impulsion de l'Église catholique à la fin du XIXe siècle, dans les régions industrielles du nord et de l'est de la France. C'est un contexte d'exode rural qui amène la nécessité de fixer les ouvriers, d'enrayer la propagation des épidémies, et puis aussi, les jardins vont constituer le premier dispositif d'aide alimentaire pour combler la faiblesse des salaires. La seconde partie, la seconde période, c'est la première moitié du XXe siècle. Celle-ci, elle est caractérisée par les jardins qui atteignent leur apogée au moment des 2 guerres mondiales, mais aussi des crises, notamment des années 30. Le jardinage urbain, il est largement répandu pour participer à l'effort de guerre en assurant la sécurité alimentaire des urbains. Et là, on assiste aussi à la deuxième vague de création, les jardins de guerre. La troisième période, c'est celle qui s'étale globalement sur les 30 glorieuses, même si on pourrait un peu l'étendre à la deuxième partie du XXe siècle. Là, les sites centraux, notamment construits pendant la guerre, vont être détruits en cause de la reconstruction d'après-guerre, mais aussi de la société de consommation et puis de l'amélioration des conditions de vie. Le jardin n'est plus nécessaire pour la plupart des gens. Et qui conduit à une marginalisation sociale, mais aussi spatiale des jardins. Par ailleurs, on assiste là à la troisième vague de création de sites de jardins familiaux, concomitante à la création de quartiers de grands ensembles aux marges des villes. Et puis enfin, la quatrième et dernière période, c'est celle qui s'étale globalement des chocs pétroliers à aujourd'hui, dans lequel 2 processus parallèles sont en cours. D'abord, les jardins familiaux, ils redeviennent des supports d'aide alimentaire pour les ménages qui sont précarisés par les crises successives. Et puis de l'autre côté, on assiste à de nouvelles appropriations par des ménages plus aisés en quête d'un retour à la terre. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'on va voir l'émergence de nouvelles formes de jardinage urbain, notamment les jardins partagés dans les années 90.
Alors, pour commencer, globalement, actuellement, les profils des bénéficiaires, ils restent majoritairement et historiquement populaires. Globalement, c'est des profils sociologiques que j'ai appelés traditionnels ici. On a 79% des enquêtés qui sont nés en métropole, 78% qui sont en couple, 75% qui sont des hommes, 75% qui ont jardiné dans leur enfance, 70% qui appartiennent au PCS, enfin aux catégories populaires, enfin aux classes populaires, donc au PCS ouvriers ou employés. Là-dedans, il y en a 72% qui sont retraités, 57% sont locataires, 55% en logement collectif, et puis la moitié, enfin un peu plus de la moitié, sont issus des mondes ruraux ou agricoles et ouvriers. On a donc clairement dans les jardins familiaux ouvriers aujourd'hui une certaine homogénéité sociale qui indique clairement les marqueurs des catégories populaires blanches et stabilisées. C'est logique entre guillemets, car caractéristique des engagements associatifs locaux, avec ce qu'on va retrouver on va retrouver le capital social localisé, les engagements dans la vie locale, dont découle une certaine respectabilité, notamment populaire. Cette relative homogénéité, elle est due à un entre-soi relativement fort lié aux critères d'attribution qui sont encore relativement... il y a encore beaucoup d'associations qui mettent en place des critères d'attribution sociaux, mais aussi le contrôle des pratiques entre jardiniers avec les concours et puis le contrôle entre eux. Donc finalement, les bénéficiaires des jardins familiaux, ils sont encore majoritairement appropriés, enfin, les parcelles sont majoritairement appropriées par des ménages relevant des classes populaires, mais pour autant, la question du renouvellement de ce groupe social se pose aujourd'hui parce qu'on a une diminution significative des ouvriers dans la structure de la population, et donc on a un fort enjeu autour de ce renouvellement. C'est pour ça que je vous ai mis un verbatim d'un enquêté à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc qui est une commune au sud de Rouen, qui en gros pose la question de la contractualisation du monde ouvrier et du fait que il y a plus de vie ouvrière autour des usines. Malgré la pérennité de cette majorité historique, on assiste depuis quelques décennies à l'affirmation de différentes minorités et la marginalisation des bénéficiaires qui se distinguent socialement ou culturellement du profil majoritaire traditionnel, qui est social, puisqu'ils sont peu intégrés à la vie collective et associative, mais aussi spatial, puisque en général, c'est des bénéficiaires qui vont être relégués dans les espaces les moins désirables des sites. Le groupe minoritaire qui est le plus représenté parmi les enquêtés et dans les jardins, c'est les classes populaires racisées ou d'origine étrangère, qui correspondent à peu près 20% des enquêtés, enfin, un peu plus de 20% des enquêtés, mais qui est répartie de manière très très inégale entre les agglomérations. C'est quasiment c'est plus de la moitié des enquêtés à Alençon, et dans les deux autres agglomérations, ça va être à peine 20%. Leur arrivée elle est relativement ancienne, principalement dans les vastes sites des quartiers de grands ensembles, et notamment en fait par l'incitation dans ces sites-là, par les volets sociaux de la politique de la ville. Ces ménages-là, ils sont souvent en conflit avec le profil majoritaire, dont certains peuvent être très hostiles, notamment des présidents d'associations. C'est pour ça que je vous ai mis quelques verbatims ici. Et puis les profils sociologiques, ils se distinguent vraiment par l'importance des origines paysannes et agricoles et la relative jeunesse, entre guillemets, au sens où ils sont encore actifs des bénéficiaires, ainsi que leur féminisation. Le second groupe minoritaire qui est en train de s'affirmer ces dernières décennies, c'est les ménages relevant de la classe moyenne supérieure, qui représentent un peu plus de 10% de l'échantillon. C'est des profils qui se distinguent par la surreprésentation des personnes seules, notamment des femmes, un niveau de qualification important, en général les études supérieures, et puis l'absence de compétences ou d'héritage jardinier ou rural. Les motivations sont d'ordre environnemental, qui constituent une véritable rupture avec le reste de la population jardinière. On a une arrivée de ces ménages qui est vécue comme une dépossession par les bénéficiaires traditionnels. Ces deux groupes-là minoritaires, donc les ménages des classes moyennes supérieures et les ménages d'origine étrangère, ils se distinguent vraiment des profils traditionnels par la surreprésentation donc des ménages actifs et puis des femmes. Ces deux caractéristiques sociales, ce sont celles qui cristallisent le plus les tensions entre les bénéficiaires, puisque d'un côté, les ménages actifs, en fait, c'est les profils qui sont désespérément attendus pour assurer le renouvellement des profils populaires et ouvriers, mais qui se révèlent décevants. Parce que pas assez de temps passé au jardin, et puis en rupture avec les origines rurales et populaires.
Et puis la présence féminine qui engendre des conflits de perception, l'absence totale de femmes dans les jardins pendant des décennies, ou alors leur place était seulement en gros en amont et surtout en aval de la production. Et donc aujourd'hui, l'attribution à des femmes seules est perçue comme un problème, puisqu'elles seraient pas compétentes, pas le physique nécessaire, et surtout, elles pénétreraient un entre-soi masculin. Pour conclure cette première partie, les jardins familiaux et ouvriers, ils connaissent aujourd'hui un héritage de près de 150 ans qui est marqué par une certaine homogénéité sociale. Des hommes, ouvriers, issus ou en lien avec les mondes ruraux et agricoles. Actuellement, on a un vieillissement de la population ouvrière qui est accéléré depuis la fin du XXe siècle et qui conduit à un vieillissement des bénéficiaires, donc des jardins familiaux. Globalement, on va retrouver les mêmes caractéristiques sociales qu'auparavant, mais chez les retraités. En même temps que ce vieillissement, on assiste aux vagues d'immigration et aux changements sociaux dans les quartiers de grands ensembles, qui sont très souvent liés au site de jardins familiaux. Et donc l'arrivée de ménages d'origine étrangère qui s'affirment nettement depuis le début des années 2000 et qui se diversifient. Enfin, depuis les années 90, on a une arrivée des ménages appartenant à des catégories sociales beaucoup plus favorisées en lien avec les questions environnementales et qui s'accélèrent très très nettement depuis les années 2010. Et malgré la tendance à l'affirmation de ces nouvelles appropriations sociales, les profils traditionnels des bénéficiaires y demeurent largement majoritaires. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie qui porte sur les appropriations de l'espace et puis les pratiques potagères. Donc, l'idée, c'est d'interroger les conséquences des transformations sociales des profils des bénéficiaires sur les pratiques, les logiques et les usages des jardins. Cette partie, elle est à nouveau principalement basée sur l'enquête par questionnaire, mais les résultats sont un peu enrichis par quelques premières tendances issues d'une enquête par carnet de récolte. C'est une enquête qui vise à estimer assez finement les productions potagères, et puis des observations de terrain via le temps que j'ai passé dans les jardins en faisant les enquêtes. Donc là, l'idée, en gros, c'est de prendre les quelques logiques qui sont vraiment très, très représentées dans les jardins et de vous les expliquer un peu à chaque fois. Donc la première logique, c'est celle du jardin potager comme loisir utile. C'est une logique qui est caractéristique des ménages des classes populaires blanches et stabilisées des retraités. Et le jardin, il est fait ici par tradition. Les légumes viennent du jardin, point. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. C'est la logique qui est la plus répandue dans les jardins. L'investissement, il est fort en temps, mais pas forcément en argent. Il y a beaucoup de récupération, d'autoproduction, notamment les semis. La production, elle est diversifiée et très variée. Les variétés cultivées dans une logique de les variétés cultivées le sont dans une logique de conservation ou de transformation, mais aussi c'est des légumes qui en valent la peine par rapport au goût et au coût dans la sphère marchande. Par exemple, les haricots verts. La production, elle dépasse largement les besoins du ménage, car en gros, ce qui s'explique par l'importance de la logique don contre don, et puis le partage qui est vraiment important. En gros, le jardin sert à nourrir la famille au sens très large. La production et les récoltes se font sur une grande partie de l'année, en dehors éventuellement des 2 ou 3 mois l'hiver, il y a moins de production. Et puis le jardin, il est le support aux sociabilités, mais aussi à la respectabilité populaire. Le jardin doit être propre et bien organisé, comme vous le voyez sur les photos. Et la parcelle a une dimension lieu de vie qui est relativement importante. C'est un peu une pièce annexe de la maison. La deuxième logique la plus représentée, c'est le jardin qui sert de lieu de production de produits qui ne sont pas commercialisés à proximité. Globalement, dans cette logique-là, on va retrouver comme profil les ménages issus de l'immigration récente, avec une surreprésentation des femmes qui sont en général filles d'agriculteurs ou de paysans. Les pratiques du jardin, elles sont remarquables puisque la production de fruits et légumes du pays d'origine, pour cultiver les fruits et légumes des pays d'origine, vous le voyez sur les photos, on assiste à la création de serres qui parfois recouvrent la quasi-totalité de la parcelle. Et puis cette production, elle est globalement relativement intensive et répartie sur une bonne moitié de l'année. Cette logique-là, elle est marquée par l'importance du partage et de l'entraide au sein des communautés culturelles, notamment par l'échange de graines, et qui va parfois jusqu'à la collectivisation de parcelles pour donner une dimension agricole un peu à la pratique potagère. Vous le voyez, par exemple, là, la photo en bas à gauche, c'est 4 parcelles individuelles qui ont été regroupées pour faire pousser des patates. La production, elle est peu conservée
ou transformée, mais elle fait l'objet d'un partage important, voire de la vente informelle au sein de la communauté ou du quartier. Au-delà de l'objectif de produire des légumes trop onéreux ou introuvables dans le commerce, le jardin, c'est un lieu pour faire perdurer les traditions familiales rurales et puis aussi un support à l'intégration sociale au sein du quartier. La troisième logique qui est pas mal représentée parmi les bénéficiaires, c'est le jardin qui sert de lieu d'expérimentation. Les profils sociologiques qui sont représentés ici, c'est les ménages de la classe moyenne supérieure qui sont attirés par une envie de retour à la nature, à la terre, dans un contexte de prise de conscience environnementale. Souvent, on va retrouver ici des profils qui ont connu récemment une rupture biographique, l'arrivée des enfants, la rémission d'une maladie, la perte d'un parent d'origine agricole, par exemple. Les pratiques du jardin, elles sont expérimentales. On retrouve souvent des procédés permacoles. Ces ménages, ils ont des pratiques alimentaires qui sont déjà qualitatives. Tous mangent bio, notamment. Le jardin n'est donc absolument pas nécessaire. L'idée, c'est vraiment de rechercher le faire soi-même et la culture de produits de qualité, bien que la production soit très faible et resserrée sur les 2 mois d'été et relativement peu diversifiée. On a ici un investissement faible qui est un investissement faible en temps, mais très fort en argent. C'est les jardiniers qui dépensent le plus d'argent pour leur jardin, ce qui peut monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros par an. La production, elle est consommée uniquement par le bénéficiaire et son ménage. Globalement, l'idée, c'est de manger le fruit de son travail. Et la production, elle ne constitue qu'un loisir et vraiment, vraiment pas une nécessité. Et puis enfin, la dernière logique qui fait vraiment surface ces dernières années, et de manière vraiment très, très accélérée depuis le Covid, c'est le jardin comme support à l'autosubsistance. En gros, on va retrouver ici des profils de ménages de classe populaire précarisés, sans forcément de lien avec les mondes ruraux ou agricoles. Le jardin, l'idée, c'est vraiment de cultiver par nécessité. C'est pas un plaisir, c'est pas un loisir, mais c'est plutôt une contrainte. Dans les pratiques potagères, on va retrouver des variétés qui vont être rentables et faciles à cultiver, de manière assez peu diversifiée. L'idée, c'est de faire des économies en mangeant moins cher et en permettant aux ménages aussi, et souvent, de rester indépendants vis-à-vis de l'aide alimentaire institutionnelle. La production, elle est consommée personnellement uniquement, avec peut-être un peu de conservation, notamment de la congélation de courgettes, notamment, ou de pommes de terre au garage. Pour conclure sur ces logiques, les fonctions attribuées, donc qui sont en lien direct avec les profils sociologiques des bénéficiaires, ils influencent les formes que prennent ces espaces. La fonction alimentaire, elle demeure centrale et elle est largement réinvestie ces dernières années en lien avec la crise sanitaire et l'inflation générale des prix de consommation. La diversité de ces profils induit une diversité de logiques et de pratiques qui induisent forcément d'inévitables conflits d'usage. Par exemple, on pense à la nécessité de la production de légumes du pays d'origine sous une serre de récupération, comme vous l'avez vu sur les photos tout à l'heure, qui se confronte et qui se heurte à la respectabilité populaire d'un jardin tenu au cordeau. Mais aussi la nécessité d'une production nourrissante qui se heurte aux expérimentations permacoles. Je vais voir juste un petit vidéo. Ensuite, la troisième partie dont je voudrais vous parler, c'est d'interroger la répartition socio-spatiale des profils et des pratiques des bénéficiaires dans les différents sites de jardins familiaux. L'idée ici, c'est de vous présenter quelques sites vraiment caractéristiques et surtout représentatifs des dynamiques en cours. Et puis comme ça va me permettre de vous emmener un peu sur le terrain. Cette partie, elle est à nouveau adossée sur l'enquête par questionnaire, mais elle est enrichie par les entretiens auprès des associations et des responsables de services municipaux, les réglementations et puis les observations de terrain. Alors, la première catégorie, c'est celle des sites des espaces centraux et intégrés dans le tissu urbain dense. Pour ça, je vais vous emmener à Rouen, donc c'est la plus grande agglomération normande et mon plus grand terrain d'études. C'est 450 000 habitants, il me semble, et qui se distingue par un héritage ouvrier qui est ancien et la persistance aujourd'hui des activités industrielles et portuaires. C'est un terrain qui est par ailleurs très marqué par les questions de pollution, notamment depuis l'incendie d'une usine au sud de l'agglomération il y a quelques années. À partir de l'analyse spatiale des images aériennes, donc pour distinguer les tendances fonctionnelles, c'est le graphique qui est en bas là, à gauche, les jardins de familiaux de Rouen, ils se révèlent comme être très très marqués par la dimension vivrière des parcelles. En gros, 3/4 de celles qui sont attribuées et cultivées sont destinées à une fonction vivrière, et puis renforcées par la présence sur le terrain de très nombreuses serres dans de très nombreux sites.
Pour illustrer cette première catégorie de sites, je vous propose d'aller sur le site de Repinville, qui est ce site ici en marron. Donc la digitalisation là repose sur les images aériennes de 2018, donc qui était marron foncé, donc très très vivrier, et qui donc est globalement au centre de la ville, mais bordé par la commune qui est ici, qui est historiquement ouvrière. Alors, le site de Repinville, c'est pas le plus intéressant en termes de composition sociale, mais les changements très récents sont tout à fait représentatifs des processus en cours dans cette catégorie de sites. En fait, c'est un site de jardin qui appartient à la ville-centre, donc de Rouen, mais qui est situé en bordure de la commune de Darnétal, historiquement ouvrière, et encore aujourd'hui marquée par la pauvreté. L'un de ces sites, c'est l'un des sites de jardin historique dans l'agglomération. C'est le jardin de l'usine. Le sol est très riche, mais très pollué. Les pratiques demeuraient populaires en 2019, avec une organisation collective qui est forte, un matériel en commun, l'entraide, des achats groupés, et puis vivrière. Vous pouvez le voir sur la photo en haut. En fait, la quasi-totalité des bénéficiaires disposaient d'une serre. Le site, il est installé juste à côté d'une exploitation maraîchère bio qui l'exploitation maraîchère et les jardins sont aujourd'hui dans une zone classée récemment naturelle à préserver par la métropole de Rouen-Normandie, qui peut poser question vu les niveaux de pollution dans ce site-là. Et donc, les appropriations sociales du parc changent très, très rapidement. On passe d'un entre-soi ouvrier local à des ménages plus favorisés et qui viennent d'un peu partout dans l'agglomération. En 2022, la métropole et la ville de Rouen engagent des travaux de renaturation du site. C'est les photos que la photo en dessous. Et dans une optique d'esthétisation de cet espace populaire et avec un équipement qui va être très important à ce moment-là. Le gravillonnage, l'installation de portails, de grillages, de parking, etc. Le processus, il s'accompagne d'une ouverture des attributions et d'une réglementation, pas interdisant, mais l'idée, c'est de réduire les productions vivrières, notamment en détruisant progressivement les serres. Évidemment, on a un véritable changement social parmi les bénéficiaires qui est vécu comme un gâchis par les jardiniers traditionnels. Et ça va mettre en avant les conflits d'usage qui sont forts entre les bénéficiaires des classes populaires blanches locales et puis de l'autre côté, les bénéficiaires des classes moyennes supérieures nouvellement arrivées, qui sont aujourd'hui majoritaires dans ce site-là. Cet exemple illustre parfaitement les processus de dépossession des ménages des classes populaires blanches et ouvrières, d'espaces très anciens. Par exemple, ici, c'était un site hérité de l'ère industrielle. Et puis, c'est des sites qui ont survécu à l'urbanisation, en général parce qu'ils sont non constructifs. Cette transformation, elle est très souvent en lien avec des questions de préservation de l'environnement et de la biodiversité, même quand souvent c'est un peu des aberrations. Et c'est des sites qui restent pour le moment minoritaires, mais qui sont de plus en plus nombreux et qui se développent vraiment ces dernières années, surtout depuis la crise du Covid. Et puis, les bénéficiaires historiques sont relégués dans les sites des espaces un peu moins centraux. Ces espaces, les sites aujourd'hui, ils sont peut-être appropriés tant individuellement, en gros, le jardin, c'est juste un espace de production, que collectivement, vu que la vie associative est assez faible. Et puis, ces sites-là, collectivement, il y a un investissement en argent qui est très fort, vu que les aménagements sont vraiment très nombreux. Ensuite, la deuxième catégorie de sites, c'est les sites des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Globalement, c'est les quartiers de grand ensemble des années 60 qui ont été classés quartiers prioritaires. Pour cela, je vous emmène dans l'agglomération de Caen, donc qui est une situation un peu intermédiaire entre les deux, 32 communes de 100 000 habitants, et qui est marquée par une division sociale de l'espace est-ouest importante. Globalement, tout ce qui est à l'est a un héritage ouvrier assez important, pas du tout ce qui est à l'ouest. Et donc, pour illustrer cette deuxième catégorie, je vais vous emmener dans le site de Cormel, qui est le plus gros site de Caen et un des plus gros de Normandie. Et en fait, il est vert ici parce qu'il y a une très, très grande diversité des tendances fonctionnelles. Et puis, c'est un site qui est connecté juste ici. Ce que vous voyez en rouge, c'est le quartier prioritaire de la ville de la Guérinière, qui est très, très lié à ce jardin. Le site de Cormel, il est donc marqué par une grande diversité des appropriations sociales, vous le voyez dans les 3 photos qui sont en bas, et qui conduit à des conflits d'usage, mais aussi à une organisation sociale de l'espace. En fait, on a un regroupement en entre-soi au sein des allées. Vous voyez ici, sur chaque allée, en gros, globalement, les bénéficiaires se répartissent selon leur propriété sociale.
Le site, il est géré par la mairie de Caen, une association, mais il est aussi fédéré nationalement. Cette fédération, elle accélère quand même globalement les transformations. Le site, il a connu de profondes mutations il y a quelques années, puisque il y avait des parcelles, en fait, tout autour des parcelles actuelles, qui ont été détruites pour répondre à la volonté d'intégrer le site au sein du quartier, mais aussi à la coulée verte qu'il y a autour. En bref, en gros, c'était de l'ouvrir et de le rendre accessible, de casser l'entre-soi populaire impénétrable. En réalité, la grande majorité de ces parcelles, elles ont été détruites pour repousser la perception bidonville de ces espaces, qui est encore très importante en France, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Le site, il est relativement bien équipé, il y a de l'accès à l'eau, les cabanons sont harmonisés, il y a une cabane collective, et l'association est intégrée à la vie locale. Ces sites-là, il y a toujours des enjeux politiques qui sont forts autour, parce que c'est plusieurs centaines de ménages de la commune. Les parcelles sont fortement appropriées puisqu'elles constituent des lieux de vie et des espaces verts appropriés pour les ménages des quartiers de grands ensembles. La vie collective, elle est relativement importante, même si elle tend à être mise en péril par les conflits entre les différents profils des bénéficiaires. Les conflits d'usage, ils sont forts, justement, entre les ménages des catégories sociales plus favorisées qui viennent transformer les fonctions des espaces et qui prennent peu à peu les rênes des associations, les classes populaires blanches qui se désengagent progressivement, c'est plus que c'était, et les classes populaires d'origine étrangère ou racisée qui sont évincées du site pour cause de leurs appropriations particulières. Et donc, ce changement des appropriations et d'une multiplication des demandes, il conduit à une subdivision des parcelles individuelles et à des grands réaménagements de ces sites-là. Et puis pour finir, la troisième et dernière catégorie des sites désigne les sites des espaces marginalisés. Pour ça, je vous emmène dans l'agglomération d'Alençon, qui est très marquée par ce type de jardin. C'est la plus petite, 11 communes, 50 000 habitants, et qui est marquée par une population vieillissante qui demeure en lien avec les mondes ruraux et agricoles. Pour ça, je vais vous emmener sur le site de la Feu des Vignes. C'est celui qui est juste là, juste ici. Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'à Alençon, tous les petits sites là en vert du centre sont sur... globalement, c'est vraiment très, très caractéristique de cette agglomération-là. C'est des petits sites sur d'anciens terrains maraîchers. Donc, le site de la Fût des Vignes, c'est un petit site d'à peine 10 parcelles qui est installé sur du foncier privé. En gros, c'est de la toute petite propriété. Il est représentatif de cette catégorie qui est bien souvent installée soit sur du foncier privé en sous-location d'anciennes terres maraîchères ou bien public de manière un peu précaire. Globalement, c'est la catégorie de site la moins pérenne et la pérennité, elle est assurée uniquement par une inconstructibilité ou une inhabitabilité du site et puis une méconnaissance de leur existence par les collectivités. Ces sites, ils sont marginalisés dans le tissu urbain, dans des espaces qui sont peu désirables et périphériques, des dents creuses, en limite entre l'urbain et le rural, et puis souvent très inondables. Ces sites, ils sont assez minoritaires pour le moment, mais de plus en plus nombreux, en lien avec l'évincement de certains ménages des sites de jardins associatifs. Et puis dans ces sites-là, on retrouve un entre-soi populaire blanc qui est très fort, et qui échappe aux politiques publiques, qui n'ont pas la main mise sur ces espaces. On va retrouver l'entretien de sociabilité populaire préexistante, notamment, en fait, ça va... je pense à un site notamment où, en fait, c'est les sociabilités de l'usine qui se sont transportées sur le jardin au moment des passages en retraite. Ce sont des sites qui sont très peu équipés, mais les appropriations des parcelles individuelles sont très fortes. On a notamment un cloisonnement avec l'extérieur, vous pouvez le voir ici. Là, c'est des haies qui sont très hautes avec des portes, mais par contre, pas du tout entre les parcelles individuelles au sein du site. Pour conclure, ces trois catégories de sites de jardin présentent des dynamiques bien différentes, caractérisées par des appropriations sociales différentes, ainsi qu'une gestion et une considération différentes. Cette répartition socio-spatiale des bénéficiaires, elle semble être fonction des critères d'attribution, avec la présence de la dimension sociale ou non, des positions sociales des membres du bureau de l'association, ainsi que des politiques publiques locales et des services municipaux qui sont en charge de ces espaces. Finalement, on aurait donc des sites, d'abord intégrés dans les espaces centraux où les changements sociaux sont très marqués. On a un remplacement des profils traditionnels ouvriers par des ménages appartenant à des catégories sociales un peu plus favorisées. Et ce changement-là, il est accéléré par les transformations sociales des quartiers d'implantation et puis en accompagnement par l'action publique locale. Notamment, les jardins deviennent la vitrine des transitions écologiques urbaines.
Ensuite, on a les sites qui sont liés aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont les profils des bénéficiaires sont les plus diversifiés, mais dont la pression foncière et l'explosion des demandes conduit à de profondes mutations, notamment l'ouverture et la subdivision des parcelles. Et puis enfin, des sites qui échappent à la gestion communale appropriée par des bénéficiaires au profil traditionnel, afin de recréer en quelque sorte un entre-soi populaire, historiquement caractéristique de ces sites. Et puis, pour conclure la présentation, globalement, malgré une permanence évidente des dynamiques qui sont propres au monde populaire, l'arrivée des bénéficiaires issus de catégories sociales plus favorisées, qui est un phénomène notable et qui tend à se renforcer dans le temps, modifie profondément les pratiques jardinières, tant à l'échelle de la parcelle individuelle que de l'organisation collective, entraînant d'inévitables conflits d'usage. Ces transformations sociales qui travaillent les jardins familiaux depuis quelques décennies sont accompagnées par l'action publique locale, qui est liée à un changement des considérations sociales de ces espaces. On a un glissement entre un social, à cacher dans la ville, un environnemental, qui est à valoriser et à intégrer dans le tissu urbain. Et puis finalement, le contexte de précarisation des ménages populaires, qui est couplé aux questions environnementales qui prennent une place importante dans le contexte climatique actuel, conduit à une explosion des demandes d'attribution de parcelles potagères individuelles, qui accentue la conflictualité entre les différents groupes sociaux représentés dans les jardins. La question qui est centrale actuellement dans les jardins, c'est l'accès au foncier cultivable et puis les inégalités inhérentes à cet accès-là. Je vous remercie de m'avoir écouté.